Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti! Pour préparer ce podcast, je me suis amusée à regarder des articles de presse, de blogs ou des vidéos YouTube qui parlent d'investissement dans la bourse, dans l'immobilier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les titres sont particulièrement alarmistes et tout à fait convenables pour vous décourager d'investir. Alors en voici quelques-uns. Est-ce le bon moment pour acheter de l'immobilier en 2025? Il s'agit d'un blog qui s'appelle Immobilier Danger, pas très rassurant. Immobilier, pourquoi les Français ne veulent plus acheter? Si les Français ne veulent plus acheter, peut-être que vous n'allez pas vouloir acheter non plus. Les villes où le marché immobilier pourrait être bousculé par le réchauffement climatique. Autrement dit, vous allez retrouver votre maison sous l'eau, donc évitez d'investir. Ce n'est pas le bon moment d'investir en actions. Bon, déjà que j'aime pas la bourse, on va pas y aller. L'État va geler vos comptes. Ça aussi, c'est carrément flippant. Vous conviendrez comme moi que tout ça n'est pas rassurant ni encourageant et que si vous êtes un petit peu hésitant sur le fait d'investir ou de vous intéresser à votre argent, vous allez très très vite y renoncer. À écouter les médias, quels qu'ils soient, ce n'est vraiment pas le bon moment pour investir. Ni en bourse, ni dans l'immobilier, alors là surtout pas, ni en crowdfunding, c'est vraiment trop risqué, ni en location courte durée. D'ailleurs, elle va bientôt être totalement interdite. On le sait ça. Et si c'est pas en France, c'est même carrément complètement interdite partout dans le monde. Et puis on a des choses qui disent que l'immobilier ne rapporte plus, que la bourse va s'effondrer, que la fiscalité change. Voilà ce que vous entendez à longueur de journée. Et bien sûr, cela pourrait vous encourager à surtout ne rien faire et à continuer comme maintenant. Surtout que peut-être que votre situation n'est pas si pire et que donc vous pouvez sûrement attendre encore un peu avant de vous intéresser à vos finances. En réalité, combien de temps vous allez attendre? Est-ce que c'est quelques semaines? On y verra plus clair à la rentrée. Est-ce que c'est quelques mois? Quand la loi de finances de fin d'année sera passée, vous déciderez, ce sera plus facile. Est-ce que ça va être quelques années? Vous n'avez pas le temps en ce moment, votre job vous occupe beaucoup, puis ça va être la rentrée, il va y avoir beaucoup de travail, et puis d'abord vous vous occupez de développer votre entreprise, donc vous avez vraiment plein d'autres choses à faire. Quelques décennies, vous avez un job, des revenus, tout ne va pas si mal pour vous. Vous verrez bien si les choses évoluent négativement. À ce moment-là, ça sera peut-être un peu tard, mais après tout, on va quand même attendre. Vous aurez toujours une bonne raison pour ne pas vous lancer, toujours. Et ces raisons, elles sont soit extérieures, soit propres à vous. Au titre des raisons extérieures, en voici quelques-unes. Le marché est instable. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, on a assez peu de visibilité sur l'avenir. Le marché est instable, mais est-ce qu'il a jamais été stable? Est-ce qu'on n'a jamais eu de la visibilité? Si je vous demande aujourd'hui la visibilité que vous avez sur l'année 2000, vous allez me dire aucun problème. 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, tout ça, vous avez un maximum de visibilité avec votre rétroviseur. Parce que c'est le rétroviseur du passé, ça s'est déjà produit. Donc oui, on sait maintenant. Mais est-ce que vous avez la même visibilité pour 2030, 2035, 2040, 2045, 2050? Probablement pas. Et personne n'a cette visibilité. Deuxième raison extérieure, la loi a changé et notamment là où les lois concernant la location courte durée, le Airbnb, la location meublée non professionnelle. Alors oui, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, pour la location meublée non professionnelle, il y a maintenant une fiscalité qui s'applique sur les plus-values en cas de revente. Mais vous n'allez pas revendre tous les ans. Et même si cette LMNP est moins rentable, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas toujours un bon placement. Les taux d'intérêt ont augmenté. C'est vrai. Ils étaient en 2019 autour de 1%. Ils sont aujourd'hui autour de 3,5 ou 4%. Mais il fut un temps, ils étaient à 10%. Et il y avait quand même des gens pour investir. J'ai entendu aussi Trump fait n'importe quoi. Alors quand ça sera plus Trump, ça sera sûrement quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il fait n'importe quoi? Peut-être. Mais peut-être que c'est aussi simplement que le monde change. Et le monde continuera toujours de changer. En tout cas, tant qu'il continuera de tourner. Il n'y a plus de bonnes affaires à faire parce que les prix ont trop augmenté.
parce que la bourse a trop augmenté, parce que les crypto-monnaies sont trop hautes, parce que l'or est trop haut. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Dans quelques minutes, je vais vous raconter les prix quand j'ai acheté mon premier bien immobilier à Paris et vous allez voir qu'on n'était pas à 10 000 € du mètre et pourtant c'était le prix le plus haut du mètre carré à Paris à ce moment-là. Donc tout le monde pouvait dire: «Il n'y a plus de bonne affaire à faire. Les prix ont trop augmenté». On n'est jamais sûr de l'avenir. En plus, les bonnes affaires, ça ne se trouve pas, ça se crée. Les Airbnb sont ou vont être interdits. C'est vrai dans les grandes villes, donc on parle de la location courte durée et oui, c'était, ça a été et c'est encore une manière d'investir qui est rentable. Alors dans les grandes villes, ça va devenir plus compliqué parce qu'effectivement, on a limité l'accès au Airbnb, on a évité qu'il y en ait 10 dans un immeuble qui se mettent en place du jour au lendemain. Mais dans les petites villes, dans les villes moyennes, il y a 36 000 communes en France et je ne vous parle pas du nombre de communes dans le monde. Donc il y a vraiment plus aucune chance d'investir en location courte durée? Je vous pose la question. Mais il y a aussi des raisons qui sont propres à vous. Je n'ai pas d'argent, c'est celle qu'on m'offre et qu'on me propose le plus souvent. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas investir. Heureusement que l'investissement n'est pas réservé aux personnes qui ont de l'argent. J'en discutais récemment avec un ami qui me dit: «J'ai acheté un petit studio pas cher, mais il y a plein de travaux à faire dedans et j'ai pas d'argent». Et je lui ai demandé ce qu'il allait faire et il m'a dit: «Bah, c'est pas compliqué, puisque j'ai pas d'argent, bah, je vais y passer un peu de temps. Ça sera plus long que si j'avais de l'argent, si je pouvais payer un entrepreneur pour faire ça en 15 jours ou en un mois. Mais je vais m'y mettre le week-end, je vais m'y mettre le soir, je vais m'y mettre pendant les vacances et je vais rénover moi-même cet appartement. Et pour les meubles, eh bien, je vais acheter sur le bon coin, je vais chiner, je vais aller dans une ressourcerie». Conclusion, il a prévu de rénover cet appartement pour un budget de 4 000 € au total. 4 000 € qu'il n'a pas, qu'il a emprunté à des proches et qui vont lui permettre de terminer son investissement pour pouvoir ensuite mettre ce studio en location et commencer à gagner de l'argent avec et à rembourser la banque qui lui a donné quelques mois de répit avant de prélever le montant du crédit sur son compte, mais quand même un jour ou l'autre, il va falloir rembourser la banque. Deuxième raison, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que je travaille. Alors, il y a plein de gens qui me disent ça, mais en fait, ils travaillent 35 ou 40 heures par semaine. A priori, le reste du temps, ils ne sont pas en train de dormir ou en train de manger. Ils ont encore plein, plein de temps qu'ils peuvent passer à s'occuper de leurs finances. Et puis, c'est pas comme si s'occuper de son argent, ça allait prendre 40 heures supplémentaires. Ça va juste prendre quelques heures supplémentaires chaque semaine ou chaque mois. Donc oui, on a le temps. Que vont penser mes amis? Que vont penser les autres? Vous savez, la fameuse idée qu'on se fait des autres, l'image qu'on renvoie au monde. Qu'est-ce qui va se passer et que vont-ils penser si je leur dis ou s'ils voient que je suis en train de m'occuper de mon argent? Si j'investis, si je bascule de la plainte au capitalisme, si au lieu de dire je n'ai pas assez, je fais quelque chose pour en avoir plus. C'est horrible, à moins que ça ne compte pas vraiment l'idée que les autres ont de nous. C'est trop tard, je suis trop vieux, trop vieille, à la retraite, bientôt à la retraite. J'ai plus de 20 ans, mais à 20 ans on est trop jeune. À 25 on est trop vieux, ou à 30 on est trop vieux, ou à 40, ou à 50, ou à 60, ou à 70. Je n'ai pas les compétences pour, comme si les compétences, ça ne s'apprenait pas. Je viens de créer mon entreprise, j'ai d'autres choses auxquelles penser. Peut-être que je viens d'accoucher, il faut que je m'occupe de mon petit bébé. Encore une fois, on ne vous demande pas 40, 50 ou 70 heures par semaine. Et puis, tant qu'à trouver des excuses, il y a l'excuse du chien, du poisson rouge, du chat qui est malade. Donc non seulement il va falloir que je dépense un peu de sous chez le vétérinaire, et c'est vrai, mais je vais aussi avoir besoin de temps pour surveiller mon animal favori et pour lui faire un peu des papouilles sympathiques. Ce sont des excuses. La vérité, c'est que même si vous vous promettez que vous allez vous occuper de vos finances dès que vous aurez le temps, dès que vous allez être rentré de vacances, dès que vous aurez moins de boulot, ça ne sera jamais le bon moment. Parce que ça n'est pas une question de bon moment, ça n'est pas une question de timing, c'est une question de permission et de décision. La permission d'avoir la vie que vous voulez et peut-être même une vie dont vous n'osez pas rêver aujourd'hui. Et la décision de tout faire pour y parvenir. J'ai reçu récemment le message d'une amie qui me dit: «Nathalie, je lis ta newsletter le dimanche, j'écoute ton podcast Libre d'être riche, ça m'apprend plein de choses, mais aussi ça m'interpelle». Ça m'interpelle parce que je ne vais pas me former sur mes finances. Je suis trop vieille, elle doit avoir à peu près 60 ans et le sujet me gonfle et pour autant je dois faire quelque chose. Alors, point d'interrogation, beaucoup de points d'interrogation, je suis très embarrassée.
Je comprends absolument que les finances, vos finances, l'argent, les calculs, les chiffres, ça puisse vous gonfler. Mais est-ce que vous avez le choix? Soit votre situation actuelle va bien, aussi bien en termes de temps passé que d'argent gagné, et votre avenir est à peu près tout aussi radieux que votre présent. Autrement dit, zéro problème à l'horizon. Alors à ce moment-là, ne changez rien. Continuez sur votre trajectoire, c'est juste parfait. Donc si votre présent n'est pas complètement satisfaisant, soit parce que vous mettez trop de temps à gagner de l'argent, soit parce que vous ne gagnez pas assez, ou que vous ne gagnez pas l'argent dans des conditions qui vous conviennent, ou si ça va bien au présent, mais que votre avenir n'est pas aussi radieux qu'il devrait l'être, parce que la retraite, parce qu'une entreprise qui pourrait vous licencier, parce qu'un marché qui pourrait se retourner, parce qu'un incident de parcours, une maladie, une séparation qui déséquilibre. À ce moment-là, vous avez l'obligation morale vis-à-vis de vous-même d'agir sans attendre, d'agir malgré les excuses. Je vais vous donner 2 exemples, 2 moments où j'aurais pu attendre et où j'ai choisi de ne pas attendre. Et je vais vous montrer les résultats que ça a donné quelques années après. J'ai créé ma première entreprise en 1992, j'avais 28 ans et on était en pleine guerre du Golfe. Alors on m'avait conseillé d'attendre en me disant que l'économie allait mal, qu'elle n'était pas très stable, qu'on n'avait pas de visibilité. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Donc que ça n'était pas le bon moment pour créer une entreprise, que les clients, et je travaillais à l'époque en conseil en marketing pour des grandes entreprises, étaient en train de réduire leur budget. Donc les circonstances n'étaient pas favorables. Mais j'avais envie de devenir indépendante, de créer mon entreprise, et donc je n'ai pas attendu. Aujourd'hui, j'ai 7 entreprises qui tournent, j'en ai fermé 4, et toutes ces entreprises se portent bien. La prochaine, ça sera la 12e. Est-ce que j'aurais dû attendre? C'est une question que je vous pose. Deuxième exemple, j'ai investi pour la première fois en 2010. Le prix du mètre carré à Paris était de 8 500 € et il n'avait jamais été aussi haut. Et les taux d'emprunt étaient autour de 4%. À peu près comme maintenant pour les taux d'emprunt. À l'époque, il y avait 2 à 3 acheteurs pour un vendeur, autant dire qu'on ne négociait pas, et qu'un appartement parisien, puisque j'ai acheté à Paris, de plus d'1 million d'euros s'achetait en 5 minutes. Je n'ai jamais dépensé autant d'argent aussi vite. Bien sûr, on m'a conseillé d'attendre. On m'a dit que le marché, n'était pas porteur, qu'il était au plus haut, qu'il fallait attendre qu'il baisse, que ce n'était pas le bon moment pour acheter. 15 ans plus tard, le prix au mètre carré à Paris est de 10 000 €. À l'époque, 8 500. Autrement dit, on n'était pas au plus haut, on a monté encore. Les taux d'emprunt sont à peu près équivalents, on est proche des 4%. La différence, c'est que mon patrimoine immobilier qui n'existait pas en 2010 est maintenant de plusieurs millions d'euros. Est-ce que j'aurais dû écouter tous ceux qui m'ont dit que ça n'était pas le moment? Tous ceux qui, en réalité, ont projeté sur moi leur peur. Alors moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu des doutes. Mais est-ce que j'aurais dû attendre le moment parfait pour me lancer? Et si j'avais attendu, est-ce que vous croyez que maintenant, par exemple, quelqu'un serait venu me dire: «Tiens, c'est le moment parfait, là, maintenant, tout de suite, pour investir»? Si je reviens sur ces médias que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit des blogs, des vidéos YouTube, que ce soit la presse, il est clair qu'il est plus facile de prédire le pire que d'annoncer le meilleur. Si je prédis le pire et qu'il arrive, je vous dirai: «Je vous l'avais bien dit». Si ça arrive pas, de toute façon, personne viendra vous dire quoi que ce soit. Au contraire, si vous prévoyez le meilleur et que le meilleur arrive, on vous dira: «Bah, OK», et si le pire arrive alors que vous aviez prédit le meilleur, on va vous demander des comptes. On va vous demander: «Comment ça se fait qu'il m'avait dit que ça irait bien alors qu'en fait ça ne va pas bien?» Dans un contexte comme celui-là, il est beaucoup plus facile de se trouver des excuses pour ne rien faire que de faire des efforts pour améliorer les choses. Je voudrais faire un parallèle avec votre santé physique. Comparez votre santé financière à votre santé physique. Si votre santé va mal à court terme, vous avez une motivation forte pour vous mettre à faire du sport ou pour manger sainement. Parce que vous allez améliorer les choses à court terme et aussi à long terme. Mais si votre santé va bien à court terme, la motivation du court terme, elle n'existe pas. Vous allez faire du sport, manger sainement pour améliorer les choses à long terme. Et c'est la même chose avec votre santé financière. Si vous n'avez pas assez d'argent maintenant, vous avez une motivation forte pour vous y mettre. Mais si tout va bien maintenant, vous allez agir en pensant au long terme, en pensant à plus tard. C'est quand même le meilleur moment pour y penser. C'est quand tout va bien qu'on pense à plus tard. C'est pas quand tout va mal et qu'on est face au problème qu'on va commencer à réagir. Mais il faut trouver la motivation d'agir maintenant pour un problème qui pourrait survenir plus tard. Et ça, c'est relativement compliqué. C'est vrai pour la santé financière, mais c'est vrai aussi
pour la santé physique. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on commence à s'intéresser à bien manger, par exemple, la première fois, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pas forcément votre goût que de manger des épinards et des haricots verts, plutôt que de manger des frites et des glaces. Mais au fur et à mesure, ça devient une habitude. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Et il y a un moment donné où vous intégrez cela comme étant effectivement partie de votre vie. C'est exactement la même chose pour vos finances et votre situation financière. Donc il faut trouver la motivation pour agir et pour ça, il va falloir lâcher les excuses. Et la meilleure manière de les lâcher, c'est déjà de les identifier, savoir quelle est votre excuse à vous pour ne pas vous intéresser à l'argent maintenant. Le jour où vous n'aurez plus envie de vous cacher derrière une excuse ou une autre, je serai là pour vous aider à vous intéresser à l'argent, à vous en occuper de manière intelligente, à arrêter de procrastiner par rapport à vos finances personnelles. Mais avant cela, vous devez identifier quelle est votre excuse. Et je sais par expérience qu'il est parfois très sympathique d'avoir des excuses. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.